Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être revenus aussi nombreux malgré le manque de place. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. On commence peut-être par les petites questions administratives pour les étudiantes et étudiants qui valident le cours. Donc, on a reçu les questions. Donc, on vous rappelle qu'il y a une double validation pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le premier cours. Donc, il y a un contrôle continu qui est le fait qu'on vous demande de lire chaque semaine un article et de nous envoyer vos questions, remarques, réflexions sur les choses. Donc, on a reçu quelques questions effectivement cette semaine. Petite précision, donc les questions doivent porter sur l'article. On a eu une question un petit peu générale sur l'esprit critique, alors c'est bien que ça stimule votre réflexion, mais les questions doivent porter sur l'article. Et puis, comme vous êtes nombreuses et nombreux, on va vous proposer pour les prochaines fois de n'envoyer qu'une question ou remarque ou suggestion par étudiante ou étudiant. Même si voilà, je vois que ça génère des réflexions, c'est super. Mais pour que qu'on puisse répondre à toutes les questions, peut-être on reste à une question par étudiante et étudiant. Donc ouais. les questions sont intégrées dans le cours, il y aura les réponses aux questions. Voilà, on va y répondre. Séance, en fait. C'est pour ça qu'on peut pas, si vous en envoyez plusieurs, on ne peut pas toutes les prendre en compte, sinon la session devient juste une réponse aux questions. Exactement. Pour rappel, donc le cours est évalué sur la base d'un mémoire et d'une défense orale, mais ça, on en a déjà parlé la semaine passée. Est-ce qu'il y a des questions relatives à ça? Je sais qu'il y avait une question par rapport au deadline. Donc, on a mis il y a possibilité de rendre pour la session de juin et pour la session de septembre. Pour la session de juin, le retour du mémoire est au 26 mai, pour la session de septembre au 15 août. Et puis, il y a quelqu'un qui me demandait comment on fait pour s'inscrire à l'une ou à l'un. Et ça, je crois que c'est avec le service. Il faut demander au service des examens. Service des examens. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions administratives ou ça a l'air d'aller? Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se connecter à Moodle et qui souhaiteraient avoir les slides, on a déjà reçu quelques mails de personnes intéressées, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail et je vous enverrai les slides et l'article à lire. Donc si jamais, n'hésitez pas à faire un mail, je vous ajoute à la mailing list. Alors, juste une remarque pour les étudiants, ça je sais parce que des fois vous rendez votre mémoire genre un an après ah oui, c'est juste. le cours. C'est tout à fait possible. Je vous conseille juste pas de le faire cette année. Ah oui. Parce que c'est ma dernière année de contrat à l'université. Donc, voilà, juste. Donc, dans la limite des stocks disponibles, j'essayerai quand même de le faire bénévolement. Mais bon, il y a quand même des chances voilà, que je sois pas ici, quoi. Donc, risquez pas trop. Tentez pas trop votre chance, quoi. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions administratives, on reprend. Oui, je vous écoute. Alors, ce sera pendant la séance dans la semaine d'examen. Alors, sur le calendrier des lettres, vous avez les périodes d'examen et ce sera dans la deuxième semaine de la période d'examen et on fixera la date ensemble. En fait, il n'y a pas un jour, c'est individuellement, on fixe les dates en fonction de vos disponibilités et des nôtres, en fait. Voilà. Avec plaisir. Et du coup, la dernière fois, on s'était arrêté à la fin du boom de l'esprit critique dans les années. On avait fait ce boom de l'esprit critique dans les années 70, 80. On avait vu à quel point tout le monde commençait à beaucoup s'intéresser au critical thinking à l'époque, que ce soit en philosophie, en sciences de l'argumentation et en psychologie. Et puis, il y a une personne parmi vous qui est venue me voir à la fin du cours et puis qui disait, mais en fait, pourquoi vous n'avez pas parlé de mai 68? Et je trouvais la question super intéressante parce que effectivement, on est passé à côté de certains éléments, puis surtout, pour l'instant, on reste beaucoup en Amérique. Alors pourquoi? Et du coup, ça me permet de préciser quelle est l'orientation que j'ai choisie en construisant cette frise temporelle de l'esprit critique. On reste aux USA tout simplement parce que même s'il y a eu partout des mouvements d'émancipation de la pensée, de lutte contre l'endoctrinement, il y en a eu un peu partout. Ce terme esprit critique naît de la recherche aux États-Unis et pour l'instant, il est, en tout cas dans ces années-là, uniquement utilisé aux États-Unis dans la recherche. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les chercheurs ont d'abord conceptualisé ce truc de critical thinking et ensuite comment le concept a fait un peu son chemin hors de l'académique et on va voir ensuite comment il s'est popularisé. Alors, je dis pas que esprit critique n'a jamais été utilisé auparavant, mais autant critical thinking, c'est assez facile de trouver comment naît le terme, hein, il naît avec Dewey, on l'a vu la semaine passée, autant esprit critique,
c'est super dur de trouver une première occurrence du terme. En faisant des recherches, j'en ai trouvé une de 1701. Je vous la partagerai peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine, qui est très jolie. Donc voilà, peut-être que le terme esprit critique a été utilisé, mais moi je m'intéresse à comment il a été conceptualisé par les chercheuses et les chercheurs, notamment comme un idéal pédagogique dans la recherche. Donc c'est une vision qui est un peu limitée, sans doute, et on passe sans doute à côté de certaines choses, mais en tout cas, pour l'instant, on reste aux États-Unis. Et donc, vous vous rappelez qu'il y a plein de définitions qui arrivent, et en fait, dans les années 90, il y a ce constat, au tout début des années 90, de dire, bon, il commence à y avoir trop de choses, il y a trop d'approches, il y a trop d'enseignements différents, il y a des livres à n'en plus finir sur l'enseignement de l'esprit critique. Donc, il y a la American Philosophical Association qui dit à Peter Facchioni, vous vous rappelez de ça, de réunir des spécialistes. Alors, il y a 46 spécialistes, il y a des philosophes, il y avait Robert Ennis, Matthew Lipman, Paul Richard, c'est des noms que vous avez entendus la semaine passée, je les redis, comme ça vous commencez à vous familiariser avec ces noms. Et ils se réunissent pour proposer une synthèse de l'esprit critique en utilisant la méthode Delphi. Et donc, c'est le nom de cette méthode qui va donner le nom au rapport, le rapport Delphi. Et donc, ils arrivent avec ce document qui s'appelle Critical Thinking, a statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Et donc, ils se sont mis d'accord sur une définition, et cette définition, c'était celle-ci. Et donc, voilà, c'est ce qu'on disait, quand on laisse les philosophes faire le travail, voilà à quoi on arrive. Donc, c'est une définition extrêmement longue qui tient en 14 lignes, qui définit le penseur critique idéal. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. Et je pense que comme ils étaient 46 et qu'il fallait bien se mettre d'accord les uns avec les autres, il a fallu mettre un petit peu tout ce que chacune et chacun amenait dans cette définition. Je ne vais pas la lire en entier parce que c'est long, mais je vous lis des passages. Alors au début, nous comprenons la pensée critique comme un jugement volontaire et autorégulateur qui aboutit à l'interprétation, l'analyse, l'évaluation et la déduction, ainsi qu'à l'explication des considérations probantes, conceptuelles, méthodologiques, critériologiques ou contextuelles sur lesquelles ce jugement est fondé. Je fais un petit saut et on arrive ici. Pardon, hop. Voilà. Le penseur critique idéal est habituellement curieux, bien informé, confiant dans la raison, ouvert d'esprit, flexible, équitable dans l'évaluation, honnête dans l'affrontement de ses préjugés personnels, prudent dans ses jugements, prêt à reconsidérer, clair sur les problèmes, ordonné dans les questions complexes, diligent dans la recherche d'informations pertinentes, raisonnable dans la sélection de... Vous voyez que ça continue comme ça encore et encore. On a l'impression d'un profil sur les apps de rencontre. Voilà, on se met très en avant comme ça avec plein de vertus. Donc voilà, c'est une définition qui assume le fait d'être un espèce d'idéal, en disant, bah voilà, on peut pas être tout ça, mais si on tend vers quelque chose, cette espèce d'inaccessible étoile, eh bien ce serait, voilà tout ce que serait le penseur critique idéal. Donc c'est une définition absolument impossible à opérationnaliser. Comme je disais, moi j'ai une pensée pleine de compassion pour les profs qui ont dû recevoir ça en disant, et maintenant, enseigner l'esprit critique. Alors évidemment, il y a d'autres choses dans ce rapport, mais cette définition, elle est quand même un peu intense et difficile à opérationnaliser. Je vous écoute. J'ai enseigné au Canada pendant plusieurs années. Ok. Et dans les années 80, ce qu'on nous bombardait, c'était la taxonomie de Bloom. Ça fait partie de ce... Merci. On va en parler. Oui, ouais, absolument. Merci. Non, vous avez raison. La taxonomie de Bloom a eu une importance dans la construction de la théorie de l'esprit critique, absolument. Ah. D'accord, ok. Quelqu'un qui hésite à suivre le cours. Donc, on parlera, merci pour cette idée, on parlera de la taxonomie de Bloom. Et donc, ce qui est intéressant, disons, pour les profs, c'est très compliqué de bosser avec une telle définition. Pour nous, philosophes, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de choses dedans. Donc, il y a vraiment de quoi se nourrir intellectuellement. Donc, on voit qu'on trouve de nouveau cette co-construction compétences-dispositions, j'arrive tout de suite, avec des compétences ici en bleu et des dispositions en rouge. Je vais les lire, mais je vous écoute d'abord. Je crois que c'est un petit ça, c'est accepté comme étant une définition. Ça, c'est voilà. Ouais. Et en plus, on a parlé de définition avec le texte de Johnson et Hamby, donc on va en parler à la fin de cette séance. Est-ce que ça, c'est une définition? À partir de combien de lignes on peut dire que c'est plus une définition? C'est une très très bonne remarque. C'est une définition qui est clairement idéale, en ce sens, on met tout et il faudra piocher dedans. Ce qui pose la question de, en fait, si je suis qu'un seul de ces trucs-là, est-ce que je suis un penseur critique?
On va revenir à ça, mais effectivement, je suis étonnée qu'on ait pu accepter l'idée que ce soit une définition. Il y a des compétences cognitives là-dedans qui sont clairement dites, c'est celles en bleu, donc interprétation, analyse, évaluation, déduction, explication. Ça vous rappelle un peu le test qu'on a passé ensemble la semaine passée hein, sur les inductions, les déductions, l'analyse. Et puis, il y a tout cet ensemble de dispositions qui sont un peu des vertus intellectuelles, mais comme ça, vous voyez un petit peu de quoi on parle. La curiosité, la confiance, l'ouverture d'esprit, la flexibilité, l'équité, l'honnêteté, etc. Tout ça, ce sont les dispositions. Et là, on a déjà une idée de comment on a deux types de choses dans l'esprit critique, des compétences cognitives qui nous servent à certaines tâches et certaines dispositions, attitudes qui vont être cette curiosité intellectuelle, cette ouverture d'esprit. Et puis, on pourrait se dire, bon, bah maintenant qu'il y a eu cette gigantesque définition et puis qu'en plus, elle est issue d'un consensus, peut-être que les gens ont arrêté de proposer des définitions. Absolument pas. Ça a continué encore et encore. Donc là, je fais juste une sélection parce que vraiment, dans les années 90, les années 2000, on a continué à avoir de plus en plus de définitions. J'en cite quelques-unes. Ralph Johnson, notre ami qui a écrit l'article, écrit en tant que philosophe. Lui, il parle de critical scrutinity. J'ai choisi de quand même de traiter du terme, étant donné qu'il semble très équivalent à critical thinking, mais on peut se demander si c'est la même chose. Il dit le jugement articulé d'un produit intellectuel obtenu sur la base de considérations des avantages et des inconvénients sur produit en termes de normes ou critères appropriés. Là, on a pour la première fois l'idée de peser le pour et le contre, de voir les deux côtés d'une situation, les avantages, les inconvénients. On a Jane Halonen qui est psychologue, toujours en Amérique, qui va dire c'est la propension et les compétences, encore une fois, disposition, compétences, propension et compétences, à s'engager dans une activité avec un scepticisme réfléchi, axé sur la décision de ce qu'il faut croire ou faire. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est parce que Halonen fait un patchwork de définitions. On a MacPeck avec le fait d'avoir s'engager dans une activité avec un scepticisme réfléchi et Robert Ennis avec axé sur la décision de ce qu'il faut croire ou faire. Donc en fait, maintenant, non seulement des gens proposent des définitions, mais en plus, ils compilent des définitions déjà existantes. Ce qui peut être une façon de faire. Hein. Et Alonen, ce qui m'a intéressé dans sa façon de faire, c'est qu'elle propose un modèle temporel de l'esprit critique. Donc elle va dire, en fait, l'esprit critique, ce sont des étapes. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis emparée pour ma recherche et dont je vous proposerai aussi une vision de l'esprit critique en modèle temporel. On a Fisher et Scriven, des philosophes qui disent la pensée critique est l'interprétation et l'évaluation habile et active d'observation, de communication, d'information et d'arguments pour guider la réflexion et l'action. Toujours cette double finalité, à la fois ça guide notre façon de penser et notre façon de croire des choses, mais aussi ça guide l'action. On a Diane Alpern, un grand nom du mouvement de la pensée critique sur le versant psychologique. Elle a beaucoup écrit là-dessus et puis surtout, elle a proposé un manuel d'enseignement de la pensée critique et un test qui porte son nom, Alpern Critical Thinking Assessment, sauf erreur de ma part. Et donc, elle va dire la pensée critique est réfléchie, raisonnée et orientée vers un objectif. C'est le type de réflexion qui permet de résoudre des problèmes, on retrouve l'idée de la résolution de problèmes, formuler des déductions, calculer des probabilités, prendre des décisions. Les personnes qui font preuve d'esprit critique utilisent ces compétences de manière appropriée sans y être invitées et généralement avec une intention consciente dans divers contextes. Évidemment, la définition est très riche, on pourrait en tirer beaucoup de choses, mais on sent aussi cette chose dont on parlait déjà avec Dewey, le fait qu'on ne pense pas de manière critique sans s'en rendre compte. C'est quelque chose de très actif, c'est quelque chose de coûteux cognitivement et c'est utilisé pour des tâches complexes. On a Deanna Kuhn qui n'a pas proposé de définition, mais que je souhaitais mentionner parce que c'est une des rares autrices à proposer un modèle développemental de la pensée critique. Donc, elle va expliquer comment ça se développe comment ça se construit dans le développement de l'enfant. Si c'est une approche qui vous intéresse, je vous invite à vous intéresser à cette autrice-là. On a Sharon Bailing au Canada, justement, philosophe, qui dit l'esprit critique est appliqué dans le but de se faire une opinion de ce qu'il faut croire ou faire. Là, on retrouve l'idée de Ennis. La personne qui se livre à la réflexion essaye de satisfaire des normes d'adéquation et d'exactitude qui y sont appropriées. La réflexion satisfait des normes pertinentes jusqu'à un certain seuil. Donc, avec Bailyn, on va vraiment plutôt avoir l'idée d'une réflexion normée. Il y a des critères auxquels il faut pouvoir répondre et au moins de manière satisfaisante.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90-2000, l'esprit critique quitte la bulle universitaire et le grand public commence à s'emparer un petit peu de ce terme esprit critique qui devient très proche d'autres termes. On a la Skeptic Society portée par Michael Shermer aux USA qui existe encore. Il édite le Skeptics Magazine qui a beaucoup de visibilité. Donc, on rapproche la critical thinking d'un scepticisme, un scepticisme scientifique. En France, il y a la naissance du mouvement zététique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un mouvement. Alors, ils ont préféré ne pas utiliser le terme sceptique. Ils ont préféré zététique, du grec, rechercher, faire des recherches. Et cette idée de sceptique a été trop connotée. Donc, ils ont sur l'impulsion d'Henri Brock, début des années 2000, cette idée d'étudier les phénomènes paranormaux à l'aune de la science et du scepticisme. Il y a les sceptiques du Québec qui sont nés au Québec. En Suisse, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, je crois, en tout cas dans ces années-là. Il y a juste le comité Para en Belgique, qui est une association sceptique justement de promotion de l'esprit critique qui, elle, date qui est beaucoup plus ancienne, à la fin des années 40 et qui existe encore maintenant. Et donc, ils sont assez fiers d'être les sceptiques les plus anciens dans la francophonie. Donc voilà, il y a beaucoup de groupes comme ça qui naissent pour la promotion de l'esprit critique, pour la promotion d'une pensée rationnelle et sceptique. Et donc, ça quitte un petit peu ce milieu académique. J'avais encore une définition, 2006, mais je m'arrête là après avec les définitions, parce que vous en avez eu bien assez. Hatcher et Spencer qui disent une pensée qui tente de parvenir à un jugement uniquement après avoir évalué honnêtement les alternatives, en tenant compte des preuves et des arguments disponibles. Donc voilà, on est en 2006 et les définitions continuent à affluer et à être proposées. Donc on continue à beaucoup travailler ce terme, mais au final, un peu dans tous les sens. Donc on peut se demander, est-ce que le rapport Delphi a vraiment servi à quelque chose? Je n'ai pas beaucoup lu à ce sujet, de savoir si ça a permis un petit peu un consensus ou pas. Et puis, on commence à avoir beaucoup de termes qui sont équivalents, en tout cas qui sont traités comme des équivalents d'esprit critique. Donc, on va avoir l'idée d'un scepticisme scientifique, on va avoir le terme autodéfense intellectuelle, peut-être que vous avez entendu parler de Baillargeon, sans doute que vous connaissez vu que vous avez été au Canada. Et voilà, ça a eu un certain succès. On parle à l'époque d'autodéfense intellectuelle, un terme qu'on emprunte à Noam Chomsky, le linguiste. Linguiste, c'est juste, oui. Donc c'est intéressant parce qu'il y a tout un vocabulaire assez guerrier qui va commencer à naître autour de l'esprit critique, combattre la désinformation, détruire les théories du complot, autodéfense intellectuelle. Donc vraiment se faire des armes en fait, se faire des outils parce que le danger il est à l'extérieur et il faut faire attention à ce qu'on ne nous mette pas des choses dans la tête qui pourraient nous manipuler, etc. Et puis maintenant, on en arrive à aujourd'hui, les années 2010, les années 2020, et je voudrais proposer l'idée qu'on assiste peut-être à une deuxième vague d'esprit critique, ou alors peut-être qu'il y en a eu d'autres et qu'on a eu énième vague de l'esprit critique, notamment depuis l'émergence d'Internet. Alors évidemment, l'émergence d'Internet, c'est début des années 2000, mais avec la circulation de l'information, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un terme qui est beaucoup dans le langage courant. On l'a vu la semaine passée, hein, les politiques mettent ça dans leur programme. On voit que c'est dans les programmes éducatifs. On veut promouvoir l'esprit critique, notamment aujourd'hui, ça prend une couleur différente grâce à Internet ou à cause d'Internet. Disons que tout ce qui était déjà là auparavant en termes de possibles manipulations, en termes de propagande, etc., c'était déjà là avant, mais ça prend une autre couleur maintenant qu'on a Internet. Je vais vous dire des choses qui sont sans doute des banalités que vous avez déjà entendues très souvent, mais avec Internet, on a cette surcharge de l'information et aussi cette horizontalisation qui fait qu'avant, l'information provenait des chercheurs ou des journalistes qu'on écoutait, eux en haut, nous en bas, et maintenant on est partie prenante, ne serait-ce que, enfin, dans la création de contenu, mais aussi dans le partage de l'information. L'information circule beaucoup plus vite et de manière très différente de ce qu'on pouvait avoir autrefois. Il y a la question des fake news, terme très à la mode, fake news et désinformation. On va voir ensemble dans un autre cours à quel point est-ce que c'est un réel problème. Le problème des publicités ciblées, autrefois on faisait de la publicité tout venant. Maintenant, grâce aux algorithmes, on sait exactement qui sont les consommatrices et les consommateurs qui vont être intéressés par nos produits. Donc, on fait de la publicité beaucoup plus ciblée. Donc, est-ce qu'on peut parler là d'une manipulation qui est aussi plus ciblée?
Il y a la question des bulles de filtrage, des chambres d'écho, dans le sens où quand on est sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on va être confronté à du contenu qui nous convient déjà, qui correspond à ce qu'on aime voir, et donc on va moins être confronté à du contenu qui va contre ce que nous croyons déjà. La question, là aussi très philosophique, de l'éthique des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense de la collecte des données, est-ce qu'il existe encore quelque chose comme la vie privée, l'anonymat, la question de l'anonymat, de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouveaux défis, en fait, pour la pensée critique et pour la philosophie. Donc, dans tout ça, et sans doute que je ne suis pas exhaustive, mais dans tout ça, dans ce contexte-là, il y a un regain d'intérêt pour la thématique de l'esprit critique en Occident. Et du coup, maintenant, c'est vraiment plus une notion qui n'existe qu'aux USA et au Canada. C'est vraiment, on s'est emparé du terme, on l'a traduit. Et il y a beaucoup plus de recherches internationales sur la notion d'esprit critique. Ça commence. L'ennui, c'est que comme la langue de la recherche, c'est l'anglais, en fait, même si une équipe de chercheuses et de chercheurs d'Inde, par exemple, écrit sur l'esprit critique, eh bien, ils utiliseraient critical thinking. Mais dans tous les cas, ce terme est beaucoup plus utilisé maintenant dans le langage courant. Étant donné qu'il y a maintenant cet intérêt sur comment circule l'information sur Internet, il y a une nouvelle confusion possible. On a vu qu'on pouvait confondre esprit critique et résolution de problèmes. On a vu qu'on pouvait confondre esprit critique et autodéfense intellectuelle. Et bien maintenant, on a parfois tendance dans le discours à confondre esprit critique et EMI, ce que les Français appellent EMI, éducation aux médias et à l'information, dans le sens où on a l'impression qu'à partir du moment où on forme les élèves à Internet, à consommer des médias, eh bien, on forme à l'esprit critique. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment réductible à ça ou pas? C'est toute la question qu'on peut se poser. Il y a, par rapport à cet aspect d'horizontalisation de l'information, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a une horizontalisation de l'esprit critique aussi, dans le sens où c'est plus seulement les profs qui s'intéressent à comment transmettre l'esprit critique. En fait, maintenant, des gens, des créateurs de contenu peuvent proposer du contenu lié à la promotion de l'esprit critique. C'est le cas, je reviendrai tout à l'heure, c'est le cas par exemple de chaînes YouTube maintenant. Il y a beaucoup de gens qui apprennent à connaître l'esprit critique, et j'en fais clairement partie, des gens qui connaissent l'esprit critique grâce à YouTube, en fait. Alors moi, pour ma part, en tout cas, c'est pas à l'école que j'ai entendu parler d'esprit critique. Alors, j'ai peut-être pas été dans les bonnes écoles, là, je sais pas. Mais vraiment, ce terme, je l'ai découvert avec YouTube, et en particulier avec Hygiène Mentale, cette chaîne qui a beaucoup de succès, qui propose justement des outils, des réflexions sur l'esprit critique et l'autodéfense intellectuelle. Je vous écoute. Oui, question. On parle des États-Unis, de l'Europe. Qu'en est-il des autres continents? Oui, absolument. Et de l'esprit critique existant, pas existant, exercé, pas exercé. Tout à fait. Ouais, merci pour la question. Donc, si jamais, parce qu'on m'a dit qu'on n'entendait pas les questions des participants, peut-être qu'avec Sylvain. Voilà, non, mais c'est pas à vous de faire l'examen, moi. Donc, qu'en est-il d'ailleurs ailleurs que l'Occident? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce serait super intéressant d'aller voir si le terme existe dans d'autres cultures, s'il est employé comme ça, ou si c'est vraiment un truc propre à l'Occident. Est-ce que ça se traduit? Est-ce que ça se traduit autrement? Ce serait vraiment une recherche linguistique, philosophique et sociologique, en fait, à faire. Et honnêtement, je ne peux pas vous répondre là-dessus, quand bien même ce serait fascinant. Pour l'instant, je reste vraiment en Occident, tout simplement parce que je ne sais pas du tout comment cette notion est travaillée, quand bien même elle existe, en fait. Donc, merci pour la question. Navré de ne pas pouvoir y répondre. Il y avait une autre main levée, j'ai vu passer. Non, j'ai inventé une main levée. Donc voilà, il y a des créateurs de contenu qui proposent des ressources sur l'esprit critique. Hygiène Mentale est une excellente ressource, mais il y a du bon et du moins bon. Donc voilà, tout le monde s'empare un petit peu de cette notion. Et puisqu'on parlait de publicité ciblée, je me permets complètement une publicité ciblée pour ce cours qui a été développé par nos collègues de la faculté de psychologie, par professeur Mireille Betrancourt et Emmanuel Sander. Ils ont fait un cours qu'on trouve sur MediaServer qui s'appelle Exercer son esprit critique à l'ère informationnelle. Pour celles et ceux qui n'ont pas accès à MediaServer, c'est en ligne aussi sur une plateforme qui s'appelle Coursera, sur laquelle vous trouvez beaucoup de cours en ligne proposés par des diverses universités. Moi, j'ai suivi le cours Exercer son esprit critique à l'ère informationnelle. Il est extrêmement qualitatif, donc je vous invite à aller le suivre. Et là, vraiment, vous avez
des exercices concrets sur les différentes méthodes pour se méfier de la désinformation et comment fonctionnent les médias, etc. Donc, c'est très axé sur les médias et sur le fonctionnement cognitif et c'est très intéressant. Et du coup, si vous avez envie d'avoir un éclairage un peu différent de ce que nous faisons ici en philosophie, parce que finalement, nous, on réfléchit sur les concepts. Est-ce que vraiment vous aurez plus d'esprit critique en quittant le cours de philosophie et esprit critique? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est une possibilité de l'exercer concrètement. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, maintenant, on a le recul nécessaire, vu il y a eu ce boom de l'esprit critique dans les années 70, 80, et aujourd'hui, dans les années 2020, on peut se demander où est-ce qu'on en est, en fait. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce boom de l'esprit critique? Est-ce que vraiment on y est arrivé? C'était un boom très fort aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis sont le symbole de la pensée critique, etc. Ça n'a pas empêché Trump d'être élu. Enfin, là, je me permets un point de vue. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pour ça que j'ai généré cette image sur Dali. J'ai l'impression qu'on a toujours ce même constat de dire, oh non, les gens pensent pas assez de manière rationnelle. Ils se font avoir par des théories fumeuses. Il va falloir enseigner quelque chose de l'ordre de la raison, de l'esprit critique. Faisons quelque chose. Et après, j'arrive tout de suite. Et après, on se dit, on n'y arrive pas, bon mince, c'est trop difficile, on réessaye et on réessaye encore. Et peut-être que c'est bien, peut-être qu'il faut continuer à avoir Sisyphe heureux et de se dire que eh ben, c'est peut-être bien de continuer sans cesse cette recherche de comment le faire. Mais c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'on y est arrivé? En tout cas, pour l'instant, c'est comme cet idéal on en parlait la dernière fois, cet idéal de la pédagogie. Et en fait, à chaque fois qu'on se heurte à la mise en application, on se demande si on arrive. Et peut-être que c'est mieux d'essayer et puis de ma foi se frotter à certains échecs que de ne pas le faire, sans doute. Je vous écoute. Je ne connais pas du tout ce processus de générer des images par DALL-E. Oui, DALL-E, une intelligence artificielle qui génère des images sur la base de texte. Ouais, alors je ne sais pas si vous êtes familière de ChatGPT, par exemple, ok, c'est une intelligence artificielle conversationnelle, donc on peut discuter avec et dire, bah voilà, selon toi, qu'est-ce que l'esprit critique, et puis on peut discuter avec ChatGPT, et c'est la même boîte qui a créé aussi DALL-E. Alors c'est une des intelligences artificielles qui permet de générer des images, et donc là, je lui ai demandé, connais-tu le mythe de Sisyphe? Et il m'a dit, oui, oui, je sais ce que c'est, alors il m'explique. Et après, je lui dis, peux-tu générer une image de Sisyphe où il y aurait des points d'interrogation? Et donc, il m'a généré ça. De même que l'image que j'avais sortie pour l'éducation nouvelle, je lui ai demandé, sais-tu ce que c'est que l'éducation nouvelle? Et il m'a dit, oui, oui, absolument. Et donc, je lui ai demandé une image illustrant. Voilà, on en est là. C'est Oui, fait comme ça en une seconde. c'est très rapide, ouais, c'est très rapide. Je vous écoute. Regardez, je chiffonne par rapport à ce que vous me dites, Oui. par rapport à pas mal de définitions. Ouais. C'est qu'il me semble qu'il y a souvent des termes qui supposent que genre, on connaît le bien, le juste, le parfait, le raisonnable, et que c'est plus dogmatique que critique, et que en fait, on déplace le problème d'un pas, mais enfin d'un Oui, absolument, absolument. On peut tourner longtemps et je crois que là, on constate qu'on tourne, effectivement. Si je reformule bien, on a des fois tendance à se dire, ah, les autres pensent de manière vraiment, ils sont vraiment crédules. Moi, je ne le suis pas. Comment pourrais-je leur apprendre, moi qui suis détentrice de la raison, à penser de manière exactement. Et je pense qu'il y a une forme de farce intellectuelle là-dedans, où on se perçoit souvent soi-même comme beaucoup plus raisonnable. Et à partir du moment où on se dit, non, non, mais moi, je sais penser de manière raisonnable, eh bien, je vais l'apprendre à autrui. Et je pense qu'on est dans un énorme biais cognitif en soi. Et on vous montrera la semaine prochaine le grand questionnaire qu'on a fait sur les visions de l'esprit critique. Et c'est quelque chose qui va absolument ressortir. Donc, merci pour votre intervention. Oui. Oui, allez-y. Je vous écoute en même temps que je change. Je vous écoute. Est-ce que vous avez sous-entendu que si on accepte que Sisyphe est heureux, on arrête de faire preuve d'esprit critique? J'aime bien. J'aime bien. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que c'était peut-être pas la meilleure formule, effectivement, de se dire mais pas de souci. Malheureusement, il reste plus beaucoup d'autres choses que ça. Vous serez Ou alors vous me mettez derrière là, si ça vous gêne pas. Non, ça va. C'est Je pense. Non, ce que je pense que j'ai voulu dire par là, c'était que malgré le fait qu'on n'y arrive pas,
Il faut continuer à se dire que c'est une belle entreprise. Donc, c'était peut-être pas la meilleure formule, mais peut-être qu'il faut se dire que même si on n'arrive pas toujours à bien enseigner l'esprit critique, on n'a pas encore trouvé la façon, ou alors peut-être que c'est juste pas faisable. Et puis qu'il faut juste se dire que par petites gouttes, on aura touché au moins certaines personnes. Et si on n'a pas réussi à grande échelle, on aura peut-être réussi à un degré individuel. Donc, il faut peut-être continuer à garder cet enthousiasme, en fait, plutôt que... C'était plutôt ça que je voulais dire. Oui. J'ai l'impression que dans tout ce qu'on dit, Ouais. tous ces gens essaient de trouver une conclusion à laquelle on arrive, mais pour moi, arriver à une conclusion, c'est arrêter de faire preuve d'esprit critique. D'accord, Donc, ok, pour moi, ok. toute conclusion à laquelle on arrive, Mhm. on n'a pas fini. Et Mhm. je veux dire que même si on se dit que Sisyphe il est heureux, Ouais. pour moi, c'est pas assez bon. On peut Ouais. continuer à faire preuve d'esprit critique. D'accord, ouais. Donc, ce serait en soi une démarche impossible, en fait. Ce serait, ouais, voilà, c'est ça. Et le fait qu'elle soit impossible, c'est déjà bon signe, en fait. On est complètement en train de faire preuve d'esprit critique. J'aime bien l'idée. En soi, c'est pas absurde, parce que moi, je vais faire une séance bientôt, un jour. Quand j'arrête de parler. Non, je plaisante. Sur l'idée il y a pas mal d'idées que l'esprit critique, c'est la méthode scientifique appliquée à la vie quotidienne, mais il y a un certain nombre de méthodes scientifiques pour l'idée selon laquelle l'idée même de la méthode scientifique, c'est qu'on n'a jamais prouvé avec certitude qu'une théorie est vraie, donc elle est toujours ouverte. Donc ça irait dans cette idée-là, quoi. Si effectivement on transpose l'éthos scientifique à la vie de tous les jours, on va se laisser toujours la possibilité que quelque part ce qu'on pense est faux, quoi. Merci beaucoup. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez finalement, hein. Se dire on a la raison, on va atteindre la raison, et une fois qu'on y sera, on sera bien. On pourrait envisager. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis, tu peux nous en parler. Ouais, c'est ça. Témoigne. Et du coup, on va continuer avec le flou conceptuel de l'esprit critique, parce que vous trouviez déjà que c'était un peu étouffant, toutes ces définitions. Ça continue, parce qu'ils ne sont toujours pas d'accord sur la construction même de l'esprit critique. Et puis là, ça va être une partie un tout petit peu plus aride, mais je pense que c'est important de vous présenter ça, le fait qu'il y a cette construction tripartite de l'esprit critique qui fait assez consensus aujourd'hui. Donc, souvenez-vous, c'était la semaine passée, on avait Edward Glasser qui disait de l'esprit critique que c'est à la fois une attitude consistant à être disposé à considérer de manière réfléchie les problèmes et les sujets qui entrent dans le champ de ses expériences, des connaissances, des méthodes de recherche et de raisonnement logique. D'ailleurs, on avait été testé sur les méthodes de raisonnement logique, et une certaine habileté à appliquer ces méthodes. Et donc, on avait conclu de ça de manière synthétique, de dire, en fait, dans l'esprit critique, il y a des composantes dispositionnelles, on va parler de disposition, d'attitude, de vertu. Il y a des composantes cognitives, là, on parlera de compétences, de capacités, et des composantes épistémiques, et là, on parle de connaissances. Et donc, on va aller un petit peu dans le détail de cette construction tripartite, en commençant par les composantes cognitives. On parle dans la littérature de skills ou de abilities. On va utiliser l'un comme synonyme de l'autre, même si c'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où quand on essaye de définir compétence, on tombe sur le mot capacité. Donc, compétence, capacité reconnue en telle ou telle matière en raison de connaissances possédées qui donnent le droit d'en juger. Par exemple, on va dire avoir des compétences en physique. Et capacité, ça va être aptitude de quelqu'un dans tel ou tel domaine, capacité à comprendre. Là, je vous propose qu'on n'entre pas dans la subtilité de ces distinctions, on utilise compétences, capacité un petit peu comme des synonymes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces compétences, de ces capacités? Eh bien, les compétences, elles peuvent être enseignées. C'est-à-dire que la déduction, la logique, qu'on a vu la dernière fois, on peut faire des cours, on peut s'entraîner. À force de s'entraîner, on apprend et on développe les compétences. Plus on les exerce, plus elles deviennent solides. Quand vous avez développé vos compétences pour celles et ceux qui conduisent, vous avez développé des compétences à la conduite. Au début, vous étiez novice. La première fois que vous êtes entré sur l'autoroute, c'était compliqué. Et après, vous êtes devenue conductrice débutante, puis compétente, puis expérimentée, puis alors peut-être même expert à force de conduire. On n'atteint pas toujours ce degré d'expertise, mais on peut être débutant, compétent, expérimenté. Elle repose sur un certain nombre de connaissances. Il s'agit de savoir certaines choses pour pouvoir développer les connaissances. Et donc, vous voyez comme les compétences cognitives sont étroitement liées aux composantes épistémiques. Elles peuvent être observées et ou mesurées par le biais de tests. On a fait le test de logique ensemble, enfin le test d'esprit critique qui était en fait un test de logique. De même que si je reprends mon exemple, à un moment donné, vous avez passé un test de conduite qui vous a dit non, vous êtes apte à conduire et à ne pas être un danger pour autrui, plus ou moins. Et puis, on peut dire qu'elles sont plus ou moins
pérennes. Alors, ça va peut-être dépendre des compétences, mais généralement, une fois que vous les avez acquises, mis à part si vous subissez un choc, un traumatisme, voilà, des choses qu'on peut qualifier d'exceptionnelles, elles sont généralement plus ou moins pérennes. Quand vous avez acquis une certaine compétence, elles peuvent devenir moins solides parce que moins exercées, mais normalement, une fois que vous savez conduire, vous savez conduire. Mais par contre, il faut être disposé à les mettre en application dans différents contextes. C'est-à-dire que je peux avoir d'excellentes compétences en jonglerie, mais là, en ce moment, je ne suis pas très disposée à vous les démontrer parce que ce n'est pas le lieu pour. Par exemple. Alors, quelles sont ces compétences liées à la pensée critique? Eh bien, ça ne vous surprendra pas que les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, chaque auteur va proposer sa liste de compétences. Alors là, au niveau méthodologique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les auteurs qui donnent des listes. J'ai pas créé moi-même les listes. J'ai été chercher les listes chez les auteurs. Et donc, j'ai sélectionné Glasser qui, en 41... Vous commencez à connaître Glasser maintenant. Glasser, en 41, il propose... ça en fait combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 différentes compétences cognitives qui va de reconnaître des problèmes à rendre un jugement pertinent au sujet de choses spécifiques et de qualité dans la vie de tous les jours. Ensuite, on a Paul et ses collaborateurs qui distinguent des macro-compétences de micro-compétences. Et puis, c'est pas fini parce qu'on a aussi Alpern en 98 et qui reprend certains éléments dans son article avec Stenberg en 2020, qui là aussi propose de nombreuses différentes compétences. Et puis, on a Facchioni avec le fameux rapport Delphi qui propose 6 grandes compétences découpées en sous-compétences. Et du coup, on a aussi Ennis, le fameux Robert Ennis, vous tomberez toujours sur Robert Ennis, qui lui propose aussi sa propre classification. Quand je suis tombée sur ces tableaux, je me suis dit, je comprends toujours pas ce que c'est que l'esprit critique. Il y a beaucoup trop de choses. Alors évidemment, ils sont pas fondamentalement en désaccord les uns avec les autres. Il y en a pas un qui dit quelque chose que... Alors, ça arrive de temps en temps d'aborder un petit peu des idiosyncrasies comme ça, mais c'est rare. Généralement, ils sont plus ou moins d'accord. C'est juste que chacun dit, non, 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 mais attendez, moi j'ai la liste, je vous la propose. Et donc, ce que j'ai fait, pour essayer d'y voir plus clair, j'ai commencé par trouver les redondances. C'est-à-dire qu'ils vont presque tous dire qu'il s'agit d'analyser les arguments. Ça, il y a quasiment tout le monde qui est d'accord, que ce soit Facchioni ou Ennis ou les autres. Et après, j'ai aussi identifié des éléments qui semblent parler de la même chose, c'est-à-dire qu'ils disent plus ou moins la même chose, mais pas avec les mêmes termes. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps, comme ça, j'ai pas besoin d'hurler. Donc là, on a par exemple, quand Facchioni et ses 45 autres collègues disent clarifier le sens, et que Ennis dit poser des questions de clarification et y répondre, on voit on parle de la même chose. Il y a la question de répondre à la question qui est différente, mais on sent qu'on parle un petit peu du même type de compétences. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé les redondances, j'ai mis ensemble ce qui semblait aller ensemble, et du coup, je vous propose un peu une synthèse de toutes ces compétences. Tentative de classement des composantes cognitives, donc des compétences. Et on va voir que je les ai mises un petit peu par degré. On va voir qu'il y a un petit peu un processus temporel qui se dessine à force de classifier. Les auteurs disent que pour faire preuve d'esprit critique, il faut savoir observer. Il faut savoir identifier et définir, c'est-à-dire que quand on voit un terme qu'on ne connaît pas, on va aller chercher la définition. Il s'agit de clarifier tout ce qui est obscur. On essaie de rendre un peu plus clair, un peu plus explicite. Il s'agit de comprendre, de donner du sens et de catégoriser. Est-ce qu'on est en train de parler d'un problème éthique? Est-ce qu'on est en train de parler d'un problème épistémique? De quoi on parle? On clarifie, on catégorise. Ensuite, il s'agit d'explorer. Ce que j'ai appelé une phase d'exploration, faire des recherches, s'informer. Un bon penseur critique, il ne va pas juste rester sur la base de ce qu'on lui donne, il va aller se renseigner, il prend du temps, il va lire des choses, surtout quand il s'attaque à un problème auquel il n'y connaît rien. Après, il y a l'immense catégorie analyse, parce que beaucoup de choses dans la littérature font référence à ce moment d'analyse. Poser des questions, utiliser son raisonnement, faire des déductions, des inductions, des interprétations, utiliser la logique, reconnaître l'implicite. Ça va être aussi comprendre les choses qui sont dites entre les lignes, formuler et tester des hypothèses, procéder à des comparaisons, anticiper les conséquences, dans le sens où si j'accepte telle affirmation, quelles vont être les possibles conséquences, et puis
une compétence qu'on trouve chez certains auteurs un petit peu plus créative un peu plus, oui, créative, imaginative sur créer des alternatives. C'est un petit peu ce que les philosophes font quand ils proposent des expériences de pensée, en disant, bon, alors imaginons un monde où on a tous de l'esprit critique, qu'est-ce qui se passerait? Donc voilà, c'est un petit peu ce côté un peu créativité de l'esprit critique. Et ensuite, on a la phase d'évaluation, qui pour moi est le cœur de la pensée critique, dans le sens où tout ce qui précède est nécessaire, mais là, on procède à un raisonnement normé sur la base de critères. Et c'est ces critères-là qui définissent la pensée critique. Et donc là, on évalue. On évalue la fiabilité. Ce que je suis en train de dire, c'est fiable, c'est pas fiable. C'est vraisemblable, c'est pas vraisemblable. C'est vrai, c'est faux. Des fois, ça peut pas être vrai ou faux, ça peut être très vraisemblable ou pas très vraisemblable. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que l'information que je viens de voir, est-ce que ça nourrit le débat qu'on est en train d'avoir ou est-ce qu'on est en train de parler d'autre chose? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que la source que j'ai trouvée est une source légitime? Est-ce que c'est plausible? Quelles peuvent être évaluer les conséquences? Identifier les erreurs de raisonnement, les raisonnements fallacieux, en disant, bah là, je vois bien qu'il y a une argumentation en faveur de ceci, mais c'est bourré de raisonnements fallacieux, donc est-ce que je peux y donner un certain crédit? Et puis, il y a certains auteurs, notamment Paul et collaborateurs, qui parlent de comparer les idéaux à la pratique, dans le sens où ce qui vaut sur le papier, est-ce qu'on peut l'appliquer à la vraie vie? Est-ce que dans le contexte, est-ce que dans un autre contexte, est-ce que ça tient? Et puis une phase d'intégration, qui est un petit peu la phase finale. Quand vous avez vu l'esprit critique comme résolution de problème, eh bien là, vous avez trouvé la solution. À un moment donné, ça s'arrête quand même, l'examen critique. Donc, vous trouvez la solution, vous prenez une décision épistémique, j'y crois pas, vous concluez, et puis potentiellement, certains auteurs comme Ennis vont dire, et vous partagez. Vous gardez pas la résolution du problème pour vous, vous la partagez, vous discutez avec les autres. Et puis, une compétence qui est un petit peu plus méta, ça va être les capacités d'autorégulation, de métacognition. Métacognition, ça veut vraiment dire que vous savez que vous faites toutes ces choses et que vous vous regardez faire en les faisant. Et évidemment, c'est très fin comme distinction, ce que je propose là. Dans la vraie vie, on pense pas comme ça en séquence. On ne dit pas, là, je suis en train de clarifier. Plus tard, j'évaluerai. Évidemment, ça marche pas du tout comme ça dans la vraie vie. On fait une recherche, on définit, ensuite on évalue. Tout de suite, on se dit, non, non, mais ça vaut rien du tout. Et ensuite, on revient et on relit et on pense avoir terminé, mais finalement, on recommence. Évidemment, c'est vraiment pas si linéaire. Moi, j'ai eu besoin de créer des petites cases comme ça pour pouvoir un petit peu comprendre ces longues listes de compétences. Et évidemment, encore une fois, et ça, on va voir que ça va être la réflexion que vous ameniez tout à l'heure, ça va être la réflexion qui va nous occuper pendant longtemps, c'est si je fais preuve que quelques éléments, pas tous. Imaginons que je définis, je clarifie, je fais des recherches, je pose des questions, puis après je termine. C'est déjà pas mal. J'ai pas tout fait, mais c'est pas mal. Est-ce que c'est suffisant? En fait, c'est quand est-ce que c'est assez? Parce que si je fais que poser des questions tout le temps, mais que je termine pas, ne peut pas dire que c'est de la pensée critique. Et pour autant, je ne peux pas tous les faire. Donc, en fait, ce serait quoi un processus critique suffisamment bon, un good enough pensée critique? Et donc, ça, c'est le processus critique qu'on a proposé avec mon collègue et ami Julien Hernandez, qui est journaliste scientifique, mais aussi étudiant en psychologie à Marseille. On a proposé que l'esprit critique serait une sorte de chemin qui part de l'acquisition d'une nouvelle information. On parlera de ce moment d'acquisition de la nouvelle information parce que c'est un moment clé qui déclenche l'esprit critique. Et donc, on navigue à travers différentes phases. Une première qui serait justement la clarification de la situation. Ensuite, on explore, on lit des choses, etc. On les analyse, on les évalue et ensuite on les intègre. Et on voit ici déjà sur ce schéma que comment les connaissances s'articulent avec les compétences cognitives. Au moment de l'exploration, on accumule des connaissances. Au moment de l'analyse, on utilise les connaissances. Au moment de l'évaluation, on utilise d'autres types de connaissances qui sont un petit peu plus méthodologiques. Voilà, je passe très vite là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, il manque la métacognition qui devrait venir autour. Et ça, on en parlera quand on parlera des dispositions. Ça, c'était pour les compétences cognitives. On va passer aux dispositions, qui sont les éléments de l'esprit critique qui m'intéressent le plus en tant que philosophe. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par ces composantes dispositionnelles? Ce mot de disposition, ça va être ce qu'on va appeler la tendance, une tendance à agir, une tendance à être d'une certaine manière, un penchant.
Et en vrai, les auteurs ne sont pas d'accord sur ce que c'est qu'une disposition, parce que sinon c'est trop simple. Donc en fait, il y a des auteurs qui vont dire, ben, les dispositions, c'est les composantes motivationnelles, et des auteurs qui vont dire, ben non, c'est les composantes attitudinales. Moi, je vous propose qu'on utilise les deux, et puis qu'on dise les dispositions, c'est à la fois des composantes motivationnelles et des composantes attitudinales, ce sera beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Quand on parle de composantes, les dispositions comme motivation, ça va être les penchants, les tendances, parfois même les vertus. Ça va être tout ce qui nous permet d'initier le processus critique et de rester dans le processus critique jusqu'à ce qu'on termine, jusqu'à ce qu'on arrive à une décision, j'y crois pas. Ça, c'est la motivation, finalement, c'est ce qui nous porte. Et puis, les composantes attitudinales, là, on va plutôt parler d'habitude, habitude mentale, mais aussi, pourquoi pas, de vertu, parce que la vertu, ça peut aussi être une attitude, une habitude mentale. Et donc là, ce sont des composantes qui sont importantes pour que bah, ça devienne un réflexe, ça devienne une habitude, que dans la vie de tous les jours, à force de l'avoir exercé, à force d'avoir ces compétences critiques, eh bien, hop, dans tous les différents aspects de ma vie, je commence à penser de manière critique, et donc de quelque chose qui nécessite ma motivation, ça devient quelque chose d'une habitude. Donc on voit aussi que là, au début, on a beaucoup besoin des composantes motivationnelles, et puis au final, ça commence presque à devenir une habitude de vie. Les composantes dispositionnelles, les dispositions, elles sont très différentes des composantes cognitives qu'on a vues tout à l'heure. Déjà, est-ce qu'on peut les enseigner? Alors on va voir un petit peu ces différentes dispositions, mais par exemple l'ouverture d'esprit ou la curiosité intellectuelle, est-ce qu'on peut enseigner ça? Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va faire un cours, et à la fin du cours, vous aurez de l'ouverture d'esprit. Ça semble plus compliqué. On sent que. Alors, je dis pas que c'était simple d'enseigner des composantes cognitives, hein, vraiment pas. Mais là, ça semble encore plus difficile. Et puis surtout, elles dépendent vachement du contexte, parce que il y a des moments, il y a des situations de vie où on est très ouvert d'esprit, et puis d'autres beaucoup moins, parce que voilà, on n'a pas trop envie d'entendre parler de ces choses. Ou alors, il y a des choses où on se montre humble. Alors d'autres, carrément moins. Donc c'est très différent du contexte dans lequel on évolue, mais ça dépend aussi de nos contextes internes, dans le sens où quand on est en deuil, par exemple, on n'est pas dans une posture d'être disposé à faire preuve de curiosité d'esprit parce que c'est pas le moment. Ou quand on est amoureux, on pense beaucoup moins de manière critique peut-être. Est-ce qu'elles peuvent être observées et mesurées par le biais de tests? On en parlait tout à l'heure. Alors, il existe des grilles pour tester les dispositions à l'esprit critique. Mais je vais vous montrer, et je pense que vous allez tout de suite voir en quoi c'est un petit peu problématique. Donc, c'est vraiment en auto-évaluation, en fait. Donc, c'est une grille qui est utilisée dans le test développé par Sozu. 2013, validation psychométrique des dispositions d'esprit critique. Et donc, le premier item, c'est d'habitude, j'essaye de penser, d'avoir la vision globale pendant une discussion. Ou alors, souvent, j'utilise de nouvelles idées pour aiguiser ou modifier la façon dont je fais les choses. Souvent, j'utilise plus qu'une seule source pour trouver une information par moi-même. Donc ça, c'est les trucs d'ouverture d'esprit, mais on a aussi scepticisme réfléchi, où on a souvent, je réévalue mes expériences, comme ça je peux apprendre de mes expériences. Ou alors d'habitude, je contrôle la crédibilité d'une source d'information avant de rendre un jugement. Vous voyez un petit peu en quoi c'est problématique, c'est-à-dire que bah, c'est assez rare qu'on va dire, moi, jamais. Jamais je contrôle les sources. Non, non. On a tendance à se dire, non, mais oui, évidemment, moi, je suis extrêmement ouverte d'esprit et je fais vraiment preuve de prudence intellectuelle. Donc, cette façon de s'auto-évaluer me semble problématique et on en parlait tout à l'heure, on se disait peut-être une bonne façon de faire, ce serait de mettre des gens en condition et de les observer en discussion, mais qui ne sachent pas qu'ils sont là pour ça. Et alors là, on verrait s'il y a de l'ouverture d'esprit, du scepticisme réfléchi, voilà. Ou alors il faudrait demander à des proches d'évaluer, mais il serait très biaisé du coup. Est-ce qu'un tel fait preuve d'esprit critique, d'ouverture d'esprit ou pas? Je me dis, ça se fait pas mal en psycho de demander aux proches. Ça se fait? Quand on teste des échelles, alors je sais pas si c'est vraiment pas le cas pour celle-là, mais par exemple, les échelles de personnalité, une façon de vérifier qu'elles sont stables, c'est de voir si les gens donnent les mêmes résultats quand c'est à eux qu'on demande et si on demande à des gens qui les connaissent. Donc Ah, on je savais pas considère que que les ça se bonnes faisait. échelles, c'est des échelles sur lesquelles il n'y a pas trop d'écart entre les deux. Mais je C'est pense excellent. pas que c'était fait pour celle-là. Ok, ouais. Donc vous voyez en quoi c'est problématique le fait de s'auto-évaluer en fait sur les dispositions à la pensée critique. Bon,
Ça, je vous surprends plus, hein, tous les auteurs sont pas d'accord entre eux. Enfin, c'est pas encore une fois, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, c'est que chacun va dire, bah, c'est ceci, c'est cela. Donc, ce sont les mêmes auteurs que tout à l'heure pour les collaborateurs Facchioni, le rapport Delphi, Alpern, Bailin et collaborateurs qu'on n'avait pas tout à l'heure, Robert Ennis et Sternberg et Alpern. J'ai fait la même chose, j'ai identifié les redondances, j'ai mis ensemble ce qui allait ensemble et je les ai classés un petit peu différemment. Euh, Parce que ça fonctionne pas d'un point de vue temporel, les dispositions. C'est-à-dire que la curiosité d'esprit, c'est pas un truc qui appartient à un moment de la pensée critique, c'est quelque chose qui est censé nous accompagner tout le long du processus. Donc je les ai classés autrement. Je les ai classés comme dispositions tournées vers la connaissance, des dispositions tournées vers soi-même, et quelque chose qu'on pourrait appeler une forme d'éthique de travail de la façon dont on pense de manière critique. On peut ne pas être d'accord avec cette classification, c'est juste que moi j'avais besoin d'ordre et du coup je les ai classés comme ça, mais évidemment que c'est souvent assez transversal. On a les trois dont je vous ai déjà parlé, ouverture d'esprit, être ouvert à des points de vue qui sont assez différents des nôtres, sans pour autant tout prendre comme acquis. Courage, curiosité intellectuelle, ça va être le fait de s'intéresser, d'aller lire, d'aller regarder, d'avoir un intérêt. Le courage intellectuel, ça va être d'oser penser, d'aller considérer des éléments qui ne nous semblent pas très familiers ou qui ne vont pas vraiment dans le sens de ce qu'on pense a priori. Et ça va être un petit peu, des fois, avoir le courage de penser contre ce qu'on sait déjà. Le scepticisme, le doute, ça paraît central dans l'esprit critique et en vrai, il y a peu d'auteurs qui mettent ça en avant. Je l'ai mis là parce que ça apparaît quand même dans certaines définitions, mais en tant que disposition concrète de l'esprit critique, c'est rarement central dans la littérature sur l'esprit critique. On pourrait croire, en tout cas dans notre conception des choses, le doute, le scepticisme, c'est pas forcément quelque chose qui est forcément mis en avant. Quelque chose que j'ai appelé objectivité, quand bien même le terme n'existe pas tel quel dans la littérature sur l'esprit critique, ça va être le fait de penser un petit peu hors de soi, de pas se laisser porter par ses émotions, ses jugements personnels, son intérêt, quelque chose qui pourrait aller avec une démarche d'intégrité et d'impartialité. Vision globale, ce que j'ai appelé vision globale, c'est le fait de prendre le recul et de dire je regarde les arguments d'un camp, mais aussi de l'autre camp, je regarde les arguments pour et les arguments contre, je vais écouter un son de cloche et je vais en écouter un autre. Sensibilité au contexte, se dire que quelque chose qui semble très vrai dans un contexte ne l'est pas forcément dans un autre, quelque chose qu'on peut appliquer dans un contexte ne s'applique pas nécessairement dans un autre. Respect, alors c'est marrant parce qu'il y a seulement Bailin qui parle du respect dans l'esprit critique, c'est vraiment pas un terme qui nous vient spontanément à l'esprit. Et elle parle de respect des autorités épistémiques, dans le sens où des gens ont cherché des choses, ayant un peu de respect pour le travail qu'ils ont fait ou pour leur expertise. Et on va parler de l'expertise dans une autre séance. Ce serait intéressant à ce moment-là. Intégrité, alors maintenant on passe à ce que j'ai appelé une éthique de travail, intégrité intellectuelle. C'est-à-dire que quand vous pensez de manière critique, est-ce que vous le faites de manière intègre? Est-ce que vous êtes impartial? Est-ce que vous allez lire les choses qui ne vont pas dans votre sens de la même façon que ce qui va dans votre sens? Est-ce que vous avez un sens de la nuance? Est-ce qu'on évite les généralisations abusives et les simplifications excessives? Est-ce qu'on persévère dans l'examen critique? Parce que souvent c'est très désagréable, des fois, surtout quand on va contre soi-même. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'on fait preuve de soin, d'ordre, de précision? Est-ce qu'on a le souci de faire les choses bien? Est-ce qu'on fait preuve de tempérance intellectuelle, dans le sens ne pas se précipiter, attendre? Est-ce qu'on fait preuve d'autonomie, dans le sens, est-ce que quelqu'un pense pour nous ou est-ce qu'on pense par soi-même? Sujet qu'on va aborder prochainement. Est-ce qu'on fait preuve de flexibilité dans le sens où ce qu'on croit, est-ce qu'on est d'accord de le remettre en question ou pas? Est-ce qu'on fait preuve d'humilité? Notre connaissance n'est pas illimitée, nos compétences non plus. Est-ce qu'on est d'accord de le reconnaître? Introspection, pourquoi je crois ça? Pourquoi c'est si important pour moi? Et sur la base de quoi est-ce que je crois ça? Identification de la motivation, pourquoi est-ce que j'ai envie de penser de manière critique? Pourquoi j'ai envie d'évaluer ce truc de manière critique? Est-ce que c'est juste pour prouver que les autres ont tort ou est-ce que c'est parce que ça m'intéresse? Et responsabilité et maturité, je trouve intéressant aussi l'idée que à partir du moment où vous avez fait cet effort de penser de manière critique, vous êtes désormais responsable de votre croyance ou en tout cas vous êtes responsable de la manière dont vous avez pensé de manière critique. Bon, il y a beaucoup de choses. Je vous écoute. Mhm. Parce que pour moi,
Ça veut dire un peu accepter le principe de ipsibility. C'est quelqu'un, un Pluton qui a dit quelque chose, alors il fait quoi? Mhm. Et pour moi, ça, c'est correspondre de l'esprit critique Mhm. en tant qu'autonomie intellectuelle. Ouais. Je vois cette contraste. Tout à fait. Oui. Ouais. Bien vu, excellent, merci. Donc, vous voyez des contradictions à l'intérieur de toutes ces vertus, et je suis d'accord avec vous. On a l'impression que le respect des autorités épistémiques ne fonctionne pas avec l'autonomie intellectuelle. On est tout à fait d'accord. Et donc là, on a l'impression que comment on trouve son chemin entre, par exemple, le scepticisme, je doute, et en même temps, il faut quand même que j'arrive à une conclusion et que je décide si j'y crois ou j'y crois pas. Donc je doute ou je me fais une opinion. Je me fie à des experts ou je me fie à moi. Et donc on est tout le temps dans cette idée-là que il y a des choses un peu contradictoires. Et moi, je voudrais proposer l'idée, mais on en parlera quand on parlera des vertus intellectuelles, que l'esprit critique, c'est un petit peu un juste milieu du doute, mais pas trop, de l'autonomie, mais pas complètement. Et du coup, on est vraiment dans une position très difficile à trouver, parce que oui, je veux respecter les autorités épistémiques, parce qu'il y a des chercheurs qui découvrent des choses, et en même temps, je dois quand même me fier je dois penser par moi-même, et pas me laisser complètement guider et être un mouton, comme on voit dans certains... Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, et pour l'instant, on va en rester là. Je n'ai pas plus d'éléments à apporter, parce qu'on en parlera dans les autres séances. Oui. Mais je trouve que c'est pas incompatible à moi que j'ai pas compris ce que ça veut dire le respect des autorités. Parce que par exemple, quand on lit Aristote, on n'est pas d'accord avec plein de choses qu'il dit. Pourtant, je ne pense pas qu'on est irrespectueux envers lui quand on fait des thèses sur Aristote. Ouais, c'est juste. Oui, c'est vrai que ce terme respect, on peut avoir du respect sans que la personne fasse autorité complètement pour nous. Donc c'est vrai, vous avez En même raison. temps, vous ne croyez pas ce qu'est Aristote, donc vous ne croyez pas vous croyez pas ce que dit Aristote sur la physique, par exemple. Vous ne considérez pas que Aristote est une autorité épistémique en physique. Vous pensez qu'il est quelqu'un qui a fait une contribution importante à l'histoire de la physique, mais c'est pas la même chose de dire qu'il est une autorité épistémique. Alors on y reviendra quand on y reviendra quand on aura une séance entièrement sur la question des experts et des autorités épistémiques. Mais l'idée d'autorité épistémique, c'est quelqu'un qui est tel que je suis une autorité épistémique dans un domaine si le fait que je dise quelque chose au sujet de ce domaine, ça vous donne une raison en soi d'accepter que cette chose est vraie. Donc, par exemple, techniquement, Céline est une autorité épistémique parce que depuis tout à l'heure, elle dit des trucs et vous dites, bon, ça doit être vrai. Voilà. C'est ça. Quelle erreur, quelle erreur. Tandis que si vous me posez des questions, je ne sais pas, sur les méthodes de pêche à la ligne, je ne suis pas une autorité épistémique. Pas du tout. Donc là, l'idée, c'est que vous pouvez respecter Aristote. C'est très bien, je vous y invite. Mais il y a quand même pas mal de domaines dans lesquels vous le respectez sans considérer pour autant que c'est une autorité épistémique. D'ailleurs, c'est une question plus générale, mais qui dépasse le cadre de ce cours. Est-ce qu'il y a des autorités épistémiques en philosophie? Il y a des autorités épistémiques en histoire de la philosophie. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez un prof de philo qui vous dit machin a dit que, vous dites bon, machin, il a dit que, quoi. Mais est-ce qu'il y a vraiment en philosophie des gens qui sont des autorités épistémiques d'un point de vue non historique, ou à part dans des disciplines techniques comme la logique? Ça, c'est justement une question. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez respecter vos professeurs. Continuez, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des autorités épistémiques dans leur domaine. Ouais, merci. Et c'est vrai que je viens tout de suite. C'est vrai que ce terme respect me semble compliqué parce qu'effectivement, on peut avoir un respect sans pour autant être d'accord. Et peut-être que le terme serait beaucoup plus difficile à concilier avec une autonomie intellectuelle si on avait parlé de dépendance épistémique. Parce que, et ça on en parlera, il faut qu'on accepte une forme de dépendance épistémique parce qu'on ne sait pas tout sur tout. Donc à un moment donné, quand votre médecin vous dit il y a ceci, cela qui a été démontré de votre test sanguin, eh bien, vous n'êtes dans une position de dépendance épistémique, vous n'en savez rien. Vous pouvez demander l'avis d'un autre médecin pour avoir plusieurs points de vue, mais vous êtes dépendant épistémiquement. Moi, quand je vais chez le garagiste, je suis très dépendante parce que j'y connais rien. Donc, on doit accepter une forme de dépendance épistémique qui semble très incompatible avec l'idée d'indépendance et d'autonomie intellectuelle. Mais merci d'avoir amené cette précision sur respect. Qui a levé la main? Oui. C'est par rapport à cette histoire de respect du départ des autorités épistémiques. Mais si on lit un article, par exemple un article scientifique, plutôt que de faire une opinion, on ne va pas immédiatement à la conclusion, on regarde comment il se quantifie, quelle méthodologie a été utilisée, si ça paraît plus évident. Et c'est ça qui va faire qu'ensuite, on continue à respecter, si a priori on avait respecté l'auteur, ou non. Exactement, absolument. Ce qui pose la question des critères.
Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce moment d'évaluation dans les compétences cognitives, ce moment d'évaluation sur la base de critères, il est central pour penser de manière critique parce que quand on dit j'ai du respect pour les autorités épistémiques, d'accord, mais c'est qui ces autorités épistémiques et comment je les identifie? Et donc, il s'agit d'avoir des bons critères d'évaluation. Donc, tout à fait, je vous rejoins. S'il y avait d'autres questions? Encore une fois, on se retrouve devant un truc gigantesque. Et c'est pas tous les jours qu'on fait preuve de tout ça. Ou alors peut-être c'est votre quotidien, c'est peut-être juste moi, mais c'est pas possible d'être tout ça tout le temps. Et puis on peut se demander, mais en fait, si je ne suis que sceptique, mettons, non, je suis sceptique et je fais preuve d'autonomie, si j'ai que ça comme vertu, est-ce que je suis une penseuse critique? Attendez, c'est-à-dire, mais en même temps, est-ce que je peux tout être? Et donc, encore une fois, on se demande, mais est-ce qu'il faut un seuil de suffisance finalement? Est-ce que je suis vertueux suffisamment, juste à peine suffisamment. Juste pour, Ouais. juste pour revenir. Ouais. Donc l'idée, c'est que là, on vous présente un peu toutes les choses Tout qui ce ont qui été existe. proposées dans la littérature, mais après, dans les séances d'après, on va reprendre certains thèmes plus précisément. Mhm. C'est pas la dernière C'est fois pas. qu'on parle de ces choses-là. Finalement. Le but, c'est que ça va être le point de départ pour la suite. C'est juste. Et puis, étant donné qu'il s'agit de représenter ça sous forme graphique, parce que c'est un peu mon obsession, j'avais envie de vous proposer que, effectivement, les vertus, en tout cas les dispositions, elles se mettraient un petit peu tout autour de ce moment un peu des compétences. Et puis, on aurait comme ça les dispositions, les vertus qui nous motivent à passer à travers toutes les étapes, ou en tout cas, voilà, ce qui fonctionnerait comme à la fois des composantes motivationnelles et des composantes attitudinales, mais qui n'appartiennent pas à un moment précis de la pensée critique. On va pouvoir aller assez vite, heureusement, sur les composantes épistémiques, les connaissances, tout simplement parce que il n'y a pas de liste. Il n'y a pas vraiment de liste cette fois. Par contre, on peut aller voir dans les ouvrages visant à former à la pensée critique qu'est-ce qu'ils enseignent en fait. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'ils enseignent, on voit un petit peu quelles sont ces composantes épistémiques nécessaires à la pensée critique. Alors, il y a tout ce qui va être Je suis navrée, la police d'écriture, elle donne pas du tout bien. On ne peut pas bien lire, je suis navrée pour ça. On va avoir tout ce qui est connaissance spécifique. C'est-à-dire que si vous vous attaquez à penser de manière critique sur l'homéopathie, vous allez être obligé de savoir un tout petit peu comment fonctionne la chimie, qu'est-ce que c'est qu'un processus de dilution, qu'est-ce que c'est... Enfin voilà, vous allez être obligé de comprendre un petit peu comment c'est une substance active, etc. Il y a des choses qui sont spécifiques à l'objet sur lequel vous voulez porter votre esprit critique. Mais dans les cours d'esprit critique, on va aussi trouver, et là, vraiment, je me permets de dire que je ne suis sans doute pas exhaustive parce que j'ai lu plusieurs ouvrages visant à former à l'esprit critique, mais j'ai sans doute pas tout lu. Donc j'ai tiré les choses qu'on trouve le plus souvent dans les ouvrages formant à la pensée critique, mais il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis passée. On trouve dans certains ouvrages visant à former à l'esprit critique des éléments plus de philosophie, d'épistémologie. On va avoir des réflexions, qu'est-ce qu'une croyance, qu'est-ce qu'une connaissance, on fera ça ensemble dans 2 semaines. Qu'est-ce que le dogmatisme, qu'est-ce que le scepticisme, qu'est-ce que le relativisme par exemple, qu'est-ce qui distingue un fait d'une opinion, est-ce que c'est si clair la distinction de l'un et l'autre, qu'est-ce qu'une preuve? Des éléments sur le fonctionnement de la cognition, c'est-à-dire comment fonctionne notre pensée. Quand je pense, comment est-ce que je pense? Qu'est-ce que la vigilance épistémique? Qu'est-ce que la dissonance cognitive, la cécité attentionnelle, les biais cognitifs? Et encore une fois, attention, c'est pas parce que vous savez pas ce que c'est que la cécité attentionnelle que vous êtes un mauvais penseur critique. Encore une fois, c'est pas nécessaire d'avoir tous ces éléments. Mais souvent, si on veut bien faire les choses, il est nécessaire de se former à ces choses-là. Beaucoup de formations à la pensée critique contiennent un versant argumentation et logique. Ça, il y a beaucoup. Comment est construit un argument? Qu'est-ce qu'un sophisme? Un raisonnement inductif, une déduction, une contradiction, causalité, implication, syllogisme. Là, vraiment, je ne suis pas du tout exhaustive, hein. Je cite quelques éléments. Beaucoup d'éléments proposent de former à la démarche scientifique ou aux démarches scientifiques, d'expliquer comment fonctionne la science, et ensuite vous saurez faire preuve d'esprit critique. Donc encore une fois, comment est mené un protocole expérimental, que signifient les termes hypothèse, groupe contrôle, double aveugle, placebo, principe de parcimonie, échantillon, réfutabilité, etc. Et encore une fois, on peut ne pas savoir toutes ces choses et faire preuve d'esprit critique. Simplement, quand on se forme à la pensée critique, voilà des choses auxquelles on est confronté. Fonctionnement des médias. On en parlait tout à l'heure avec le cours Exercer son esprit critique à l'ère informationnelle. Fonctionnement des médias, comment fonctionne le journalisme? Qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Qu'est-ce qu'un fact-checking? Comment fonctionne
fonctionne un algorithme, une bulle de filtrage, un moteur de recherche, qu'est-ce qui distingue une source primaire d'une source secondaire. Et certains cours, pas tous, certains cours proposent une réflexion sur le contexte social, économique, politique dans lequel émerge la question qui nous intéresse, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un petit peu les composantes épistémiques. Je résume ce que nous avons vu jusque-là. Il s'agit de développer un certain nombre de compétences pour pouvoir penser de manière critique, clarifier des énoncés, analyser des arguments, évaluer les sources, interpréter des données. Mais il est également nécessaire de posséder un certain nombre de connaissances sur le sujet en question, mais aussi sur les méthodes pour penser de manière critique. Et puis, il est aussi nécessaire d'être disposé à utiliser ces compétences. Je sais évaluer la fiabilité d'un expert, mais là, je ne le fais pas. Pourquoi? Donc, être disposé à utiliser ces compétences et ces connaissances dans divers contextes. Et il s'agit également de démontrer un certain nombre de dispositions d'esprit, ouverture d'esprit, impartialité, humilité intellectuelle pour penser de manière critique. Or, comme il n'est pas possible de mobiliser toutes les compétences et de démontrer toutes les dispositions lors d'un processus critique, quand peut-on réellement parler de pensée critique? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je vous laisse y réfléchir. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe... Ouh, le temps a passé très vite, avant qu'on passe au métaproblème de la pensée critique. Oui. J'ai une question sur cette formulation, c'est-à-dire quand on dit qu'on n'arrive pas à quelque chose, donc on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas assez de cognition, donc on passe à un stade supérieur, la métacognition, et là, je ne sais pas ce qu'on va dire, mais en tout cas, c'est comme si on répétait la même chose à un autre niveau, mais que ça ne servait pas à grand-chose. J'ai besoin que vous m'en disiez plus pour bien vous Mais je ne sais saisir. pas plus, c'est-à-dire cette impression, Ok. c'est-à-dire qu'on joue un peu avec oui, les mots, oui. Il nous manque quelque chose, donc on va à un stade supérieur, D'accord, mais ok. ce stade supérieur ne résout rien. Voilà. Ok, je comprends, ouais, merci. Merci. Là, on va parler du méta-problème de la pensée critique. Non, mais je pense que vous avez raison, parce que là, on va parler de l'article de Johnson et Hamby, qui disent que pour réussir à un peu comprendre ce que c'est l'esprit critique, il va falloir des critères. Il va falloir des critères pour une bonne définition. Et donc peut-être que c'est ça qu'on peut entendre dans votre question, dire bon bah on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, c'est pas clair, essayons de trouver des critères. Mais est-ce que ça va être encore moins clair quand on passera C'est-à-dire au quand domaine des on parlait critères? de la cognition, il fallait de la Ouais. métacognition, c'est-à-dire se dire Ouais. je suis en train de. Ouais, Mais exact. qu'est-ce que ça change? C'est ça. Si on n'a pas les compétences, effectivement, on peut bien penser à la manière dont... Non, on a les compétences, Ouais. et on se dit ce qu'on fait, et Oui. même comme ça suffit pas. Et même ça suffit pas. Voilà, ok, je vous comprends. Excusez-moi, je vous ai pas compris la première fois. Non, non, excusez-moi, maintenant je comprends. Effectivement, c'est à se poser la question. En fait, je pense que la difficulté qu'on rencontre au niveau 1, on la rencontrera de toute façon au niveau 2. Ouais, absolument, merci pour ça. Donc, pour celles et ceux qui ont lu le méta-problème de la pensée critique, en fait, Johnson et Hamby s'attaquent à toutes ces définitions qu'on a vues ensemble la dernière fois. Vous vous rappelez, il y avait plein de définitions. Et donc, eux vont dire, leur propos, c'est de dire, on va essayer de trouver des critères pour faire une bonne définition de l'esprit critique. Et puis, au tout début, ils disent, mais en fait, est-ce que cette multitude de définitions, est-ce que c'est vraiment problématique? Et puis, on peut se dire, bah, en fait, peut-être que les philosophes, ils ont vu un versant de l'esprit critique, et puis les psychologues ont vu un autre versant de l'esprit critique, et finalement, quand on se met tous ensemble, on a plus ou moins une vision de ce que c'est que ce machin. Finalement, nous, en tant que philosophes, on est assez mal placés pour... Enfin, avec le terme de philosophie, on observe le même problème. Nous qui faisons de la philosophie expérimentale, est-ce qu'on fait la même chose que nos collègues qui sont en philosophie antique ou ceux qui travaillent sur la philosophie de la physique quantique? Qu'est-ce qu'on a en commun, tous ces gens, en fait? C'est quoi notre point commun? Est-ce qu'on définirait la philosophie de la même façon? Et finalement, est-ce que c'est bien grave si on a tous des définitions différentes de la philosophie et de l'esprit critique? Eh bien, j'ai quand même tendance à dire que oui, c'est problématique parce que j'ai trouvé un manuel qui s'appelle Former à l'esprit critique de 2017, donc c'est relativement récent, qui ne définit pas tout de suite l'esprit critique, il faut attendre la page 44 et il dit « L'esprit critique est critique, c'est-à-dire réflexif. Il ne connaît pas d'argument d'autorité. Il est volontiers démocratiquement contestataire, politiquement dissident. Il peut avoir raison seul contre tous. » Et du coup, je pensais à Yves Flukiger qui dit que l'esprit critique, c'est le fondement de l'université. Et je me disais, mais si on me disait que ça c'est le fondement de l'université, au bout de 5 ans,
vous aurez raison seul contre tous. On se dit, mais waouh, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme définition de l'esprit critique? Donc, j'ai rien contre la personne qui a rédigé cet ouvrage, mais je pense qu'il s'agit quand même de s'inscrire dans une réflexion qui existe auparavant, de se dire, mais en fait, des gens ont déjà écrit sur l'esprit critique, qu'est-ce qu'ils en disaient? Et du coup, ça, c'est une définition qui est quand même très orientée. Et donc, est-ce qu'on veut former à l'esprit critique en disant, eh bien, grâce à l'esprit critique, eh bien, vous ne reconnaîtrez pas d'argument d'autorité. Je pense que le foisonnement des définitions de l'esprit critique peut donner des choses comme ça. Et donc, oui, pour ma part, c'est problématique, cette multitude de définitions. Alors, je prends une de vos remarques, une de vos questions. L'un d'entre vous disait, d'un côté, les auteurs semblent suggérer qu'il y a plusieurs types de définitions potentielles pertinents dans le contexte de la recherche philosophique sur la nature de l'esprit critique. Là, j'ai coupé un bout. Toutefois, d'un autre côté, Johnson et Hamby se concentrent ensuite sur les prérequis pour avoir une bonne définition théorique de l'esprit critique en soulignant que les définitions présentées dans la littérature sont typiquement à comprendre comme des définitions de ce type. Ainsi, question, à quelles autres types de définitions pourrait-on faire référence de manière pertinente en abordant le problème de la définition de l'esprit critique? De plus, y a-t-il une raison de croire que le choix de fournir une définition d'un certain type plutôt que d'un autre nécessite une justification? Dans ce cas, le meta-approach suggéré par Johnson et Hamby a l'air d'être partiellement insatisfaisant, car dans un tel cas, les philosophes ne devraient pas seulement indiquer quel type de définition Yale fournissent, mais aussi expliquer pourquoi Yale ont choisi de se focaliser sur un certain type de définition plutôt qu'un autre. Merci pour ce commentaire très précis qui m'a fait bien réfléchir, et je vous remercie pour ça, parce que effectivement, la partie sur les termes type de définition, je trouve que c'est le moment un peu très faible de l'article, étant donné qu'ils nous disent, voilà, il existe plein de types de définitions, des définitions stipulatives, des définitions lexicales, des définitions théoriques, persuasives, les définitions du dictionnaire. Et en gros, ils nous disent, ben voilà, on pose ça là, on vous en dit pas plus, et pour l'esprit critique, c'est celle-ci. Et après, ils nous disent, mais par contre, quand quelqu'un va proposer une définition de l'esprit critique, il faudra qu'il soit très au clair sur la qualité. Ça, j'ai trouvé un petit peu, voilà, un petit peu discutable méthodologiquement dans l'article. Et effectivement, je m'étais demandé si on pouvait aller plus loin que ça. Et là, je vais démontrer une excellente preuve d'humilité intellectuelle en vous disant que je ne connais pas assez la théorie des définitions pour vous donner une explication sur chacune de ces définitions. Puis peut-être que c'est même pas le plus intéressant de comment définir une définition. On est vraiment dans de la philo là. Et en fait, l'idée d'utiliser la définition théorique, c'est parce que l'esprit critique est un concept qui a été créé par une discipline académique. On utilise les définitions théoriques dans le cas de termes qui sont créés par l'académique. Elles ne correspondent pas à la description d'un ensemble d'observations. La définition peut changer en fonction de l'évolution du champ disciplinaire qu'il a créé. Donc, en fait, l'esprit critique, c'est quelque chose qui a été créé par les philosophes qui pensaient à l'éducation, qui réfléchissaient aux questions d'éducation. Et donc, c'est un concept qu'on définit à l'aide de définitions théoriques. Je ne vais pas pouvoir en dire plus sur les autres types de définitions, tout simplement parce que je n'y connais rien. Et je trouve que c'est pas très fair-play de la part de Johnson et Hamby de mentionner toutes ces définitions et ensuite de dire, eh bien, les personnes qui définissent l'esprit critique n'ont qu'à se débrouiller et ont intérêt à expliciter quel type de définition. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire de bien expliciter quel type de définition on utilise quand on propose une définition. Sur cette question de définition, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non. Pas spécialement. Donc, merci pour ce commentaire. On arrive bientôt au bout. Je vais juste lancer le premier danger. On verra les 4 dangers ensemble. Le premier danger, c'est de ne pas réussir à saisir la force de critique dans Esprit critique. Et c'est vrai que la pensée, c'est déjà quelque chose de très exigeant, mais beaucoup de définitions, et là je suis d'accord avec les auteurs, beaucoup de définitions ne sont pas suffisamment précises sur qu'est-ce qui qualifie de critique cette pensée très spéciale. On voit bien que c'est de la pensée, mais en quoi c'est une pensée qui est critique? Qu'est-ce qui fait qu'on lui donne cet adjectif-là? Et c'est vrai que la définition de Ennis, par exemple, qui est la plus populaire dans la littérature, quand il dit « La pensée critique est une pensée raisonnable et réfléchie qui vise à décider ce qu'il faut croire ou faire », où est la composante critique?
c'est une pensée raisonnable, c'est une pensée réfléchie. Et c'est déjà très exigeant. Mais en quoi est-ce que c'est une pensée qui est critique? Et ça, on va voir aussi la semaine prochaine quand on parlera des visions naïves. On a l'impression que des fois, thinking et critical thinking, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait la particularité d'une pensée critique? On verra bien, on verra ça ensemble dès la semaine prochaine. Je pense que l'heure tourne et donc je vais m'arrêter là. Je verrai tout le reste avec vous la semaine prochaine. Et non, à la demi, on arrête. Non, c'est à 45. Pardon, bah parfait, c'est parfait, on continue. Excusez-moi, j'ai cru qu'on s'arrêtait à la demi. Je ne sais pas pourquoi. Merci Florian. Heureusement que tu gardes un œil là-dessus. Hop, parfait. Bah, j'arriverai presque au bout alors. Parfait ça. Ok. Le danger numéro 2, c'est le danger d'amalgame avec les autres fonctions cognitives. Ça, je pense que c'est assez clair depuis le début qu'on parle d'esprit critique. On voit qu'on n'arrête pas d'entrer en confusion avec d'autres éléments cognitifs. Ce que Johnson dit dans un article de 92, le même Johnson, il dit « L'esprit critique est coincé dans le problème du réseau ». Le réseau formé de plein d'autres termes qui semblent très proches et dont il est difficile de le distinguer. Il dit il y a l'esprit critique, il y a la résolution de problèmes, il y a la métacognition, le raisonnement, la logique. On a vu la dernière fois avec le test de Glasser à quel point esprit critique et logique, ça semble être la même chose. Il y a les high order thinking skills dont je vais parler. Et puis moi, j'ajoute aussi quelques-uns. On voit difficilement la différence entre la rationalité et l'esprit critique. Est-ce qu'il y a une distinction entre vigilance cognitive et esprit critique, entre intelligence et esprit critique, et puis même philosophie? Parce que moi, quand j'ai présenté mon projet de recherche sur l'esprit critique, j'ai présenté un petit peu ce que c'est. Et puis, un collègue ici à Genève qui m'a dit, bah, ça, la philosophie le fait depuis toujours. Donc, en fait, l'esprit critique, c'est la philosophie, tout simplement. Non, c'est facile. La philosophie, c'est le degré suprême de l'esprit critique. Exactement. C'est ça. Comment être un penseur critique? Bah, soyez un philosophe. Voilà. Enfin, tout simplement. Et après, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh la vache, déjà que je dois définir l'esprit critique, maintenant je dois définir philosophie. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on entend par high order thinking skills? Là, voilà. La taxonomie de Bloom, Benjamin Bloom a beaucoup écrit dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement. Et donc, c'est une taxonomie qui a été proposée pour la première fois en 1956. Ensuite, elle a beaucoup évolué. Ça, c'est la version de 2001. Elle a été révisée. Donc, c'est l'idée que les compétences cognitives, il y en a des moins demandantes et des plus demandantes. Il y en a des plus simples et des plus difficiles. Et donc, selon Bloom, l'idée de se souvenir, de comprendre ou d'appliquer est moins coûteux cognitivement que l'idée d'analyser, d'évaluer, de créer. Je crois que dans celle de base, il y avait aussi l'idée de faire des synthèses. Créer, ça a été ajouté plus tardivement, sauf erreur de ma part. Et donc, celle du haut, ce sont les high order thinking skills. Et donc, on voit bien, je trouve qu'elle éclaire bien la taxonomie de Bloom, parce qu'on voit qu'à partir du moment où on est dans le haut, on est dans ces compétences-là, eh bien, on commence à confondre les notions. La résolution de problèmes va demander ces choses-là. L'esprit critique va demander ces choses-là. Donc, en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on est dans le haut de la pyramide, on est dans des notions qui ont tendance à se confondre les unes avec les autres. Et au final, on a l'impression de réfléchir, mais de réfléchir beaucoup, ou en tout cas d'utiliser des compétences cognitives qui sont très demandantes. Donc ça, c'était sur la question de l'amalgame. Évidemment qu'on aura l'occasion de rediscuter de ces amalgames. Une autre de vos remarques, de vos questions, quelqu'un disait, peut-on considérer que ce qu'il manque au type de raisonnement qui mène à la résolution d'un problème posé, problem solving, ou la prise de décision, decision making, mais qui, selon Johnson et Hamby, ne remplit pas les critères de critical thinking, se trouve dans l'orientation de ces processus vers l'extérieur. C'est-à-dire que les problèmes du raisonnement ne font pas partie de l'esprit raisonnant et que la dimension critical, qualifiant le type de raisonnement en question, demande par définition une dimension méta-réflexive qui oblige l'esprit raisonnant d'examiner ses propres processus. Je trouve la réflexion intéressante. Ça propose une première distinction de comment est-ce qu'on arriverait à distinguer critical thinking d'autres types de raisonnement. Et la personne propose, en fait, est-ce que c'est parce que c'est tourné vers l'extérieur et que dans l'esprit critique, il y a cette idée de méta-réflexivité?
C'est intéressant. Alors, je ne sais pas si dans la littérature sur la résolution de problèmes, il y a aussi cette méta-réflexivité. Pas nécessairement, hein, j'ai l'impression. Du coup, on pourrait dire qu'effectivement, ce qui est très propre à la pensée critique, c'est qu'elle invite à la réflexion sur soi-même. C'est la pensée qui se pense elle-même. Et j'irais même plus loin. Je dirais que ce qui est assez propre à la définition, à l'esprit critique par rapport aux autres compétences dont on a parlé tout à l'heure, c'est ces dimensions un peu de vertu, de disposition, la curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit, évidemment qu'elles sont nécessaires pour les autres, mais de là à dire qu'il faut les cultiver pour pouvoir faire preuve d'esprit critique, cette humilité intellectuelle, cette persévérance, la tempérance, tout ça, j'ai l'impression que c'est des éléments qu'on va peut-être moins trouver dans d'autres compétences. Par contre, quand vous dites que les autres sont tournés vers l'extérieur, contrairement à l'esprit critique. Évidemment, l'esprit critique est tourné vers soi, mais c'est une pensée qui est double. À la fois, elle est tournée vers elle-même, mais elle est aussi tournée vers l'extérieur parce qu'il s'agit d'évaluer une information qu'on nous donne. Donc, elle est quand même tournée vers l'esprit critique. Et en disant que le propre de l'esprit critique, c'est la méta-réflexion, eh bien, on le confond avec l'introspection. Donc, on en fait un nouvel amalgame, en fait. Et c'est compliqué parce qu'à chaque fois qu'on essaye de le préciser, on a l'impression de trouver un nouvel amalgame. Donc oui, l'esprit critique a cette particularité d'avoir cette réflexion de la pensée qui se pense elle-même. Elle a la particularité de posséder des dispositions et des vertus. Par contre, elle est à la fois tournée vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, c'est une bonne ébauche de tentative de distinction de problem solving, decision making et critical thinking. Donc, merci à l'étudiante ou l'étudiant qui a proposé cette distinction-là. Le troisième danger, c'est le danger de la sublimation du concept d'esprit critique. Est-ce que l'esprit critique, disent Johnson et Hamby, est-ce que l'esprit critique, c'est toute bonne réflexion? Et eux voient l'idée que c'est un danger. Alors, j'aime bien l'idée qu'ils aient utilisé le mot danger. Je sais pas, enfin, moi, ça m'a fait un peu rire. Danger. Peut-être problème conceptuel aurait peut-être été un tout petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, eux, ils voient des dangers. Et donc, danger de la sublimation du concept. Et c'est vrai que l'esprit critique, c'est quelque chose de très positif. Et donc, on peut se demander si toute bonne pensée est l'esprit critique et si l'esprit critique est toujours une bonne pensée. Donc, l'un de vous disait, je n'ai pas très bien compris le troisième danger, celui de sublimer critical thinking et le méprendre pour un synonyme de good thinking. Certes, il semble faux d'avancer que tout good thinking est critical thinking, mais ça me semble pas problématique d'avancer que tout critical thinking est good thinking. En quoi l'esprit critique n'augmenterait-il pas la probabilité d'aboutir à un résultat escompté? C'est une très bonne question. Et déjà, c'est intéressant de voir que pour vous, une bonne pensée, c'est une pensée qui augmente la probabilité d'aboutir à un résultat escompté. Donc, on est vraiment dans une optique un petit peu conséquentialiste. Donc, une pensée qui serait bien, c'est quelque chose qui atteint un résultat. Et c'est vraiment pas faux de le voir comme ça. On pourrait effectivement dire, et c'est exactement ce que vous dites dans votre commentaire, que dans good thinking, il y a autre chose que la pensée critique. Il y a du good thinking qui serait la pensée créative. Des fois, la bonne chose à faire, c'est de penser de manière créative. Souvent, ou des fois, la bonne pensée, c'est l'intelligence émotionnelle. Et je pense par exemple à des moments où peut-être quelqu'un va vous dire ben, j'ai une phobie de l'avion, ça m'angoisse énormément d'entrer dans un avion, et que vous lui répondez sur le plan de la pensée critique en disant ben, c'est pas logique. Vous avez des gens comme ça autour de vous, hein. Vous avez des noms qui vous viennent en tête. Bah non, c'est pas logique. En fait, l'avion est le moyen de transport le plus sûr, etc. Et dire, bah, d'accord, mais l'angoisse, elle répond pas à la logique. L'angoisse, elle répond pas il suffit pas de me dire, t'inquiète pas, c'est sûr. Ah ben voilà, je n'ai plus d'angoisse. Dans ces cas-là, la bonne réponse serait une intelligence plus émotionnelle, de dire, bah, alors, cette angoisse, comment est-ce qu'on peut faire pour te permettre de voyager, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette angoisse diminue, etc. Là, la pensée critique, c'est pas une bonne pensée. Et du coup, l'autre question que vous posez, donc là, sur ce point, j'étais complètement d'accord. Et après, la question que vous posez, c'est est-ce que tout critical thinking est un good thinking? Ce qui induit, logiquement, est-ce qu'il peut y avoir un mauvais esprit critique? Au-delà de trucs très drôles qui disent mauvais esprit critique. Est-ce qu'il y a un mauvais esprit critique? Est-ce que l'esprit critique, c'est quelque chose de bon en soi? Moi, j'ai tendance à avancer dans ma thèse que c'est pas toujours bon en soi, l'esprit critique. C'est pas... Ah ouais, il y a des hochements de tête. Ouais, dites-moi.
Je ne sais pas si je m'écarte un peu de... Allez-y. Mais je me posais la question, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait de toute cette réflexion par rapport en psychologie aux structures de personnalité? Parce qu'une personnalité neurotico-normale ne va pas raisonner comme le ferait un paranoïaque. Mm. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ça a un impact ou est-ce que c'est à écarter? Ben voilà, c'est deux domaines différents. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la pensée critique finalement? Ouais. Est-ce qu'on n'a pas tous le matériel Ou indépendamment, comment est-ce qu'on s'est structuré? Mais je pense qu'il y a il y a des caractéristiques intrapersonnelles, comme vous le dites. Il y a la construction de la personnalité, il y a aussi le vécu. Est-ce qu'on a grandi dans des structures qui promeuvent l'esprit critique? Est-ce qu'on a grandi dans des milieux familiaux qui avaient une appétence à la curiosité intellectuelle ou comme ça? Est-ce qu'on avait les ressources nécessaires quand on se bat pour s'alimenter? Parce que vraiment, l'esprit critique, c'est le problème le plus important. Absolument, vous avez raison. Là, on s'attaque vraiment philosophiquement au concept d'esprit critique, mais vous avez raison de replacer tout ça dans un contexte, je dirais contexte intrapsychologique, mais aussi contextuel. C'est-à-dire que ça demande des ressources. Ça demande des ressources. Parce que là, on rejoint ce que vous venez de dire lors de ce déplacement à l'avion. Ouais. Les phobies, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est phobie jusqu'à n'en plus pouvoir? Est-ce qu'on peut encore avoir un esprit critique? Tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Effectivement, ça va être des questions qui vont plus intéresser la psychologie et souvent la philosophie travaille sur le concept un peu dans l'idéal, comme ça. Et vous avez tout à fait raison de dire que il y a un contexte, en fait. Il y a un contexte. Et comme je disais tout à l'heure, les vertus intellectuelles d'ouverture d'esprit, etc., elles sont très contextuelles. Elles sont contextuelles à ce qu'on vit. Je le disais tout à l'heure, quand on vit un deuil, on n'est pas dans une curiosité intellectuelle. On n'est pas dans une ouverture d'esprit. Donc, il y a le contexte intrapersonnel et puis il y a le contexte sociétal, finalement. En temps de guerre, est-ce qu'il y a de la place pour l'esprit critique? Vous avez tout à fait raison de le souligner. Juste pour souligner un truc, ça dépend des définitions qu'on a de l'esprit critique. Par exemple, est-ce que la phobie, ça empêche de penser de façon critique? Par exemple, imaginons que je suis phobique de l'avion, effectivement, mais que je sais que l'avion n'est pas spécialement dangereux, mais que ça m'empêche quand même de prendre l'avion. Si tu définis uniquement l'esprit critique comme la capacité à former un jugement, bah, la phobie n'est pas un problème pour l'esprit critique. Mais on a vu qu'il y a des définitions qui disent l'esprit critique, c'est la capacité à prendre des décisions. Donc, dans ce cas-là, effectivement, la phobie va être un obstacle à l'esprit critique. Et donc, pour savoir effectivement si la phobie est une sorte de manque d'esprit critique, il faut déjà savoir, justement, comment est-ce qu'on définit l'esprit critique pour commencer. Parce que, effectivement, la personne qui a des phobies, les personnes qui ont des phobies, en général, savent que ce sont des phobies. Hein. C'est pas toujours, mais ça arrive quand même souvent. Si vous avez peur des insectes, très très peur des insectes qui ne sont pas du tout dangereux, vous savez que les insectes ne sont pas dangereux. Vous n'avez pas quelque part dans votre tête la croyance que les insectes sont mortellement dangereux. Donc, voilà, bon, encore une fois, justement, ça demande de définir d'abord l'esprit critique pour savoir dans quelle mesure ce type de problème est un problème pour l'esprit critique ou un problème pour autre chose, en fait. Merci. Oui. Pour revenir à ça, j'ai une question. Moi, je suis toujours en problème avec les contradictions. Est-ce que c'est pas hyper contradictoire de pouvoir accoler un mouvement de valeur à une notion comme celle de l'esprit critique? Ouais. On se demande si c'est bon ou mauvais, mais pour moi, ça va être une question qui saute, je crois. D'accord. Donc, c'est neutre en soi. Ça n'a pas de valeur positive ou négative. Je trouve que ça a beaucoup de temps, justement, des approches de ce qu'on en fait, mais en l'occurrence, en tout cas, je trouve pas forcément utile de se demander est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Oui. On est bien d'accord, absolument. Finalement, et là où je vous rejoins, c'est que ça va dépendre de la finalité. Pourquoi on pense de manière critique? Et si on estime que c'est une bonne chose que les gens pensent de manière plus rationnelle, déjà on peut questionner ça. Est-ce qu'on a envie que les gens pensent de manière plus rationnelle et ne fassent pas des décisions qu'on qualifierait d'irrationnelles? Alors à ce moment-là, on peut se dire, est-ce que ça atteint son but ou est-ce que ça n'atteint pas son but? Et dans le sens où si ça atteint son but, alors on pourrait dire que c'est adéquat plutôt que bon en soi ou mauvais en soi. Absolument. Mais comme il y a ce danger, comme le disent Johnson et Hamby, de sublimer l'esprit critique et d'en faire quelque chose de magistral et d'exceptionnel, je pense que c'est quand même intéressant de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont aussi
bonnes que l'esprit critique, et en l'occurrence la pensée créative et la pensée et l'intelligence émotionnelle? Et est-ce que c'est tout le temps bon, la pensée critique? Et du coup, c'est mon deuxième point. C'est est-ce qu'il y a des moments où non, l'esprit critique, c'est pas bon? Et par exemple, quand il s'agit de prendre une décision rapide, si l'immeuble est en feu et qu'on se met tous à se dire je vais évaluer la pertinence de cette situation, je vais analyser, je vais créer des hypothèses de recherche, je vais les tester, et bien voilà, c'est pas bon pour nous, il faut qu'on sorte rapidement. Donc il y a vraiment des contextes où c'est pas bon de penser de manière critique, et également quand c'est plutôt une réponse émotionnelle qu'il s'agirait de proposer. Oui. Je ne sais pas si on a le temps, mais Une minute. assez parce que si on décide, c'est une vision qui se défend ou pas, hein, mais si on décide de dire que l'esprit critique, c'est un outil, un outil, admettons. Admettons, ouais. Si maintenant, moi, je fais preuve d'esprit critique alors que l'immeuble est en feu, c'est pas que c'est du mauvais esprit critique, c'est que j'ai mal utilisé les outils. C'est moi qui ai mal évalué les outils à utiliser. C'est pas l'esprit critique qui est mauvais. Absolument. Je suis assez d'accord sur l'idée que est-ce que c'est vraiment nécessaire de parler de balance. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Une façon de traduire le risque de la sublimation, c'est juste de se dire que peut-être que dans la définition, il ne faut pas des adjectifs qui soient balancés, en fait. En plus, plus tu as de trucs balancés, plus ça va être impossible à opérationnaliser d'un point de vue psychologique, quoi, en général. Bah, à la limite, il y a des cas où c'est facile, si c'est un bon raisonnement, on sait ce que c'est un bon raisonnement, parce qu'on a des définitions non axiologiques de ce qu'est un bon raisonnement logique, en général. Mais par exemple, tout à l'heure, moi, le truc que j'ai adoré, c'est le raisonnement habile, quoi. Comment tu traduis ça? Comment tu opérationnalises le raisonnement habile? On a vu la semaine passée, Richard Paul dit que c'est la perfection de la pensée. On peut difficilement faire plus balancé que ça, en fait. C'est-à-dire, c'est la perfection de la pensée. Donc c'est sur ces réflexions qu'on va s'arrêter. En fait, je ne sais pas si vous proposez cette question de définition immédiate. Selon le texte, on ne va pas juger, avoir l'esprit critique que j'en fais de la même façon. Oui. C'est un aspect émotif du débat. C'est ça. Il y a l'effort de trop vite, les agir là, il faut tenir compte de ça. C'est ça. Autrement, ça ne sera pas adapté. Absolument. D'où dans les dispositions l'idée qu'il faut être sensible au contexte. Voilà, absolument. Absolument, ouais, absolument. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et on va s'arrêter malheureusement là-dessus, mais on en reparlera absolument la semaine prochaine. On terminera le texte de Hanby et Johnson, on parlera des visions naïves de l'esprit critique, et il y a un texte à lire sur les visions naïves des théories du complot. Alors, on ne parlera pas des théories du complot la semaine prochaine, on en parlera, promis. Ce sera pas le sujet. L'idée, c'est de vraiment réfléchir ensemble aux visions naïves. Donc, envoyez vos remarques, questions sur le texte d'ici lundi soir, à nous deux. Et est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bon. Donc, ça sera la dernière séance d'introduction. Voilà, et après, on partira sur des choses un peu plus historiques, sur la notion de scepticisme après. Voilà, on essaiera de... Là, on vous a montré un peu toutes les choses que les experts associent à l'esprit critique. Il y a déjà beaucoup de choses. La semaine prochaine, on verra tout ce que les non-experts associent à l'esprit critique. Et il y a un certain recoupement, mais c'est pas fort. Il y a aussi des choses un peu différentes. Puis après, on essaiera d'étudier justement les choses qui sont associées à l'esprit critique pour voir dans quelle mesure on peut les utiliser pour définir l'esprit critique. Et donc, je commencerai avec le scepticisme, parce que, comme on le verra, par exemple, les experts n'associent pas souvent scepticisme à l'esprit critique, mais dans les visions plus courantes de l'esprit critique, c'est vraiment une des choses qui sort le plus. L'idée que l'esprit critique, c'est faire preuve de scepticisme. Mais si on essaie de définir ce qu'est vraiment le scepticisme, on voit que c'est assez difficile de définir l'esprit critique à partir du scepticisme. Et on va voir qu'en fait, il y a plein de définitions aussi possibles du scepticisme. On s'en sort jamais. On s'en sort jamais. Donc, revenez la semaine prochaine. Merci pour votre attention.